Et salutations chers camarades et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en continu lecture de Totalité et Infini par Emmanuel Levinas. On commence enfin aujourd'hui la dernière section de Totalité et Infini, au-delà du visage. C'est une section particulière parce que contrairement aux autres, elle n'a pas de sous-parties. Avec les autres, genre la première section, le même et l'autre, elle avait des parties, genre partie A, transcendance et métaphysique, partie B, séparation et discours, et puis chacune de ces parties ont des sous-parties. Mais celle-là, elle n'en a pas. Il n'y a que des parties qui sont juste aussi longues que les sous-parties, et du coup on va faire juste 4 vidéos sur cette section, et puis on enchaîne avec la conclusion, et voilà, Totalité et Infini, ça sera terminé. Alors de quoi est-ce qu'elle parle, cette section? Elle parle de la notion de fécondité. On a déjà mentionné cette notion, mais sans jamais s'attarder dessus, et justement, voilà, toute cette section, elle est dédiée à cette notion. Par contre, on va en parler la semaine prochaine, donc quand on va parler de l'amour chez Levinas. Aujourd'hui, en fait, on va juste commencer par la petite introduction qu'il y a au tout début de cette section, qui est plutôt une espèce de résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'ici, et voilà, et comment est-ce qu'on arrive à la fécondité et à l'amour. Donc, on résume un petit peu ce qu'on a vu. La relation avec autrui, c'est quoi cette relation? Alors déjà, c'est une relation métaphysique, c'est-à-dire en fait qu'elle est à la fois relation et séparation. Et cette séparation est indispensable. C'est d'ailleurs sur cette séparation, plus que sur la notion de relation, que Levinas va baser tout son raisonnement. Le même et l'autre sont séparés et ne peuvent pas former une unité, c'est-à-dire en fait ils ne peuvent pas former de totalité. Donc déjà, la relation avec autrui, elle ne surgit pas dans une totalité, et elle n'est pas l'intégration du moi et autrui pour former une totalité. C'est pas genre tu as moi et l'autre, on flotte comme ça dans le vide, et puis là, la relation, elle nous unifie, et de notre union, il va y avoir une entité qui va surgir comme une espèce de fusion, quoi, genre comme une espèce de Gogeta. Si on fait un Gogeta, c'est que notre union était déjà présupposée par une certaine loi universelle, genre tu avais Goku et Vegeta. Pour fusionner, il faut déjà la technique de la fusion et la possibilité de la fusion. Hein. Il faut que la fusion soit possible, et il faut donc du coup les conditions de la fusion. Il faut donc un ordre universel qui existe en abstraction et qui se concrétise dans l'union de moi et autrui. Hein, l'universel se concrétise dans le Gogeta, quoi. Dans Dragon Ball Z, le Gogeta se fait par la fusion. Dans l'anthologie, le moi et l'autre, en fait, ils s'absorbent dans l'universel par la contemplation. Moi et autrui, on contemple le même ordre universel, et là on découvre qu'on est unis dans cet ordre, qu'on est pareil parce qu'on obéit aux mêmes lois, parce qu'on est fait de la même substance, etc. Donc là on se dirige vers un monisme, et Levinas il veut rejeter tout ça, hein, il veut éviter tout monisme, lui ce qu'il veut c'est un pluralisme. Donc pour lui la conjoncture moi et autrui, le face-à-face ne doit pas présupposer de lois ou des vérités universelles qui absorbent la subjectivité. Ce qui garantit que le moi et l'autre restent séparés, c'est qu'ils ont chacun une subjectivité. Et la subjectivité ne s'absorbe pas, que ce soit dans une autre subjectivité ou dans un ordre objectif impersonnel. Et ce qui fait cette impossibilité de la subjectivité de s'absorber, donc ce qui permet en fait d'empêcher la totalisation des deux termes, ce qui empêche toute entrée en communion des deux, c'est le fait que les deux soient asymétriques. Que en fait toute subjectivité est toujours asymétrique par rapport à une autre. Autrui doit être dans un plan transcendant par rapport au moi. Une totalité ne peut se faire que sur un plan commun en fait. Deux êtres sur le même plan, ou si les deux plans sont relativement asymétriques et pas absolument, ils vont s'absorber. Donc pour éviter en fait une totalité, il faut que, citation, le rapport entre moi et l'autre commence dans l'inégalité des termes, transcendant l'un par rapport à l'autre, où l'altérité ne détermine pas l'autre formellement, comme l'altérité de B par rapport à A, résultant simplement de l'identité de B distincte de l'identité de A. L'altérité de l'autre, ici, ne résulte pas de son identité, mais la constitue. L'autre est autrui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La transcendance en fait de l'autre par rapport à moi fait que son identité ne doit pas dépendre de son rapport à moi. Sa différence, son altérité, l'altérité de B, ne dépend pas de sa relation avec A. Dans une totalité, les termes dépendent les uns des autres. A n'est A que parce qu'il n'est pas B, en fait. Donc, il dépend de B pour en être différent. Son altérité dépend de B. C'est comme ça que les choses fonctionnent dans un système. Les choses qui sont sur le même plan dépendent les uns des autres. Mais dans la transcendance, B égale B, absolument, sans ajouter A dans l'équation. Genre B égale à B par rapport à A. Dans la transcendance, l'autre est toujours autrui. Mais ce privilège d'être lui-même, déjà c'est vraiment un privilège. C'est-à-dire qu'il ne s'obtient que par la symétrie. L'autre doit être transcendant par rapport au moi,
pour être son rapport au moi. Le fait qu'il est en hauteur par rapport au moi fait que le moi ne s'ajoute pas dans l'équation. Donc il faut une inégalité entre l'autre et le moi, mais l'inégalité chez Lévinas, elle est toujours ambiguë, puisque la supériorité d'autrui est aussi un abaissement. Il est au-dessus du moi, mais aussi en dessous du moi, parce qu'il est comme un misérable à la Victor Hugo. C'est le démuni, c'est le pauvre, c'est la veuve, le mendiant, c'est l'orphelin, quoi. Mais c'est aussi par sa misère, en fait, qu'il est le maître du moi, puisque c'est par son statut de démuni qu'il commande le moi pour être responsable de sa liberté. La liberté du moi ne se justifie qu'en face d'un démuni. Mais un truc important à préciser, aussi sur l'inégalité et pourquoi est-ce qu'elle est absolue, c'est parce qu'elle ne peut pas être vue du dehors. Si elle apparaît à un tierce, genre quelqu'un peut voir cette inégalité entre le moi et l'autre transcendant, genre quelqu'un voit le moi ici-bas, genre il voit le métaphysicien, et puis il voit l'autre là qui est tout en haut sur le plan émanant, donc il voit aussi le métaphysique. Alors là, l'inégalité entre le métaphysicien en bas et le métaphysique en haut, bah, l'inégalité là, elle est relative. Le moi et l'autre seraient en fait sur le même plan, et le plan de l'autre serait juste en fait un étage supérieur, mais dans le même bâtiment. Genre le moi serait au rez-de-chaussée, et puis tu aurais l'autre qui est sur le toit. Donc pour qu'il y ait transcendance, hein, une vraie transcendance, il faut une absence du tierce. S'il est là, moi et autrui, ben, on est juste une multiplicité que le tierce peut compter au lieu d'une pluralité. C'est-à-dire en fait que le tierce, il va voir un individu au rez-de-chaussée, et puis il va voir le deuxième individu sur le toit. La pluralité que veut Lévinas, alors oui, c'est une multiplicité, mais une multiplicité de singularité. C'est-à-dire des entités qui sont radicalement séparées, des entités radicalement séparées les unes des autres, qu'on ne peut pas en fait unifier ou absorber dans une totalité, qu'on ne peut pas unifier dans un ordre objectif ou universel, tandis qu'une simple multiplicité, ben là c'est juste numérique. Il y a une multiplicité de chats par exemple, mais on peut les regrouper dans une totalité, genre le concept chat. Le concept chat présuppose un tierce, justement un être extérieur au nombre de chats, qu'il voit et qu'il regroupe sous le concept chat. Donc l'inégalité, pour reprendre les termes de Lévinas, elle se produit aux multiples singularités, et non pas à un être extérieur à ce nombre et qui compterait, les multiples. L'inégalité est dans cette impossibilité du point de vue extérieur qui pourrait seul l'abolir. Alors en gros, la relation avec autrui se vit toujours dans un face-à-face. Elle ne se vit jamais par profil, en fait. Et genre, il n'y a pas quelqu'un, en fait, qui regarde deux personnes en train de se regarder. Tu vois, genre, il n'y a pas moi, par exemple, qui serait un être extérieur à une relation avec autrui, donc je vais voir quelqu'un qui parle avec autrui, mais donc du coup, bah, moi, je les vois de face, quoi, puisque eux, ils se regardent en face-à-face, et moi, je suis en train de les regarder, donc je les vois de face. Donc je les vois de profil, quoi. Donc c'est une relation qui est purement personnelle, donc elle ne peut pas être vue de l'extérieur. Il n'y a que moi qui peut vivre cette relation et qui ne peut exister qu'en face d'autrui. Un moi ne peut exister que devant un visage. Parce que celui qui est extérieur, si on dit que voilà, que la relation elle peut être vue de l'extérieur, bah, celui qui regarde les deux, bah, il n'y a personne qui... Bah, lui, il ne regarde pas quelqu'un de face. Donc cet être extérieur ne peut pas être un être personnel, puisque tout être personnel est obligé de regarder un autrui, de voir un visage. D'accord? Donc celui qui regarde la relation depuis l'extérieur, bah, lui, en fait, il n'a pas un visage devant lui. Et donc du coup, bah, ce n'est pas un être personnel. Et donc du coup, bah, il ne peut pas exister. Il ne peut pas y avoir un truc qui te regarde, enfin qui regarde la relation métaphysique depuis l'extérieur. Donc on ne peut pas voir un moi et autrui de profil. Ça fait comme du voyeurisme, en fait, quelqu'un qui peut observer le face-à-face entre un même et un autre. C'est genre une invasion de l'espace privé, mais genre une invasion biblique, quoi. C'est pour ça que c'est impossible. Personne ne peut entrer dans cette intimité à part le moi et l'autre dans le face-à-face. Mais comment s'articule ce face-à-face qui ne peut être vu, ou plutôt ne peut être que vécu, hein, et décrit, entre guillemets, que par les deux concernés? Bah, il s'articule par le langage. Les deux termes séparés sont en relation par le discours. Autrui aborde le moi d'en haut comme enseignant. Il est le maître aussi, hein, dans le sens d'enseignant. Il vient transmettre un enseignement. Mais toute transmission d'enseignement ne peut se faire qu'envers un parlant, quelqu'un qui parle à autrui et qui écoute, qui entend autrui. Donc qui se tient en face de lui. Donc là, le langage arrive d'autrui et il est donné au moi.
Mais comme on a déjà dit que la relation avec autrui ne suppose pas de truc universel, il ne peut pas y avoir de pensée impersonnelle antérieure à la relation. C'est-à-dire que la pensée impersonnelle, c'est genre la pensée hegelienne, la pensée du monde, une pensée qui existe mais qui n'est pas la pensée de quelqu'un ou d'une entité. C'est l'équivalent de l'ordre universel mais en pensée. Et là, ça va impliquer que le langage ne fait que refléter cette pensée universelle. L'enseignement que m'amène autrui, ce serait juste en fait le reflet de la pensée universelle qui existe, de manière objective. Mais comme cette pensée n'est pas antérieure, le langage en fait n'a plus cette fonction. Il ne vient pas après la pensée ou ne s'ajoute pas à la pensée impersonnelle. Citation. Le langage ne s'ajoute pas à la pensée impersonnelle, dominant le même et l'autre. La pensée impersonnelle se produit dans le mouvement qui va du même à l'autre, et par conséquent dans le langage interpersonnel et non seulement impersonnel. Un ordre commun aux interlocuteurs s'établit par l'acte positif qui consiste pour l'un à donner le monde, sa possession à l'autre, ou par l'acte positif qui consiste pour l'un à se justifier de sa liberté devant l'autre, c'est-à-dire par l'apologie. Alors expliquons un peu ces deux phrases. Donc déjà, la pensée impersonnelle, elle est postérieure à la relation. D'accord ? Elle n'est pas antérieure. C'est pas elle existe avant, mais elle existe après. D'accord ? Donc ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, elle existe, mais elle est comme le produit. Elle se produit dans la transcendance du mouvement du même vers l'autre. Mais si elle est produite par le mouvement du même vers l'autre, elle est déjà interpersonnel, ou plutôt l'interpersonnel est sa condition. Et le mouvement se fait par le langage. Autrui arrive, il donne son cours, le moi répond, c'est ça le mouvement, et c'est là où la pensée impersonnelle, la pensée objective, on peut dire, c'est là où elle se produit. La pensée impersonnelle, c'est juste pour parler de la vérité dans le sens commun, comme correspondant au monde. Donc cette vérité objective ou impersonnelle n'existe pas indépendamment de la relation avec autrui. Il faut déjà cette relation pour que la vérité émerge. Donc le langage est lui-même interpersonnel qui a besoin d'au moins deux personnes, deux volontés, asymétriques bien évidemment. Mais si cet ordre impersonnel existe, s'il est impersonnel déjà, c'est pour être mis en commun. Le moi en parlant à autrui, en répondant, établit le monde commun. L'impersonnel est ce qui peut être donné, qui est à la disposition de tous. L'impersonnel, c'est juste le commun. La pensée impersonnelle, c'est juste la pensée commune. Mais le commun n'est pas l'universel qui détermine le moi et l'autre. C'est l'inverse. C'est la relation métaphysique qui détermine l'universel. Et le commun en tant qu'universel, c'est aussi ce qui est partagé. C'est ça ce qu'il dit dans la deuxième phrase de la citation. Un ordre commun ou universel est un ordre qui se donne à autrui. L'impersonnel, c'est le commun qui est déterminé par l'interpersonnel et que le moi, en parlant, offre à autrui. La parole, c'est la mise en commun du monde. C'est un acte positif dans le sens qu'il ne s'agit pas d'une négation. Quand je donne le monde, quand je donne l'universel à autrui, je ne fais aucune négation. Je ne nie absolument rien, mais j'affirme le monde, justement. Et ça affirme le moi aussi, puisque c'est un acte de bonté. On a vu que le moi, dans la mise en commun du monde, donne ce qu'il a récolté. Il donne le fruit de son travail à autrui, aux pauvres, aux démunis. Et on a vu que c'est dans les actes de bonté et de charité que le moi s'affirme comme moi. Donc la mise en commun pose également le moi. Donc déjà, le don est un acte positif, mais la parole est aussi en fait, voilà, cet acte-là, puisque cet acte de don en fait se fait par la parole, mais la parole fait aussi autre chose. Il y a un autre acte positif qu'on a déjà mentionné, mais qu'on a retrouvé dans la citation, c'est l'apologie. C'est l'acte de justifier sa liberté face à autrui. L'apologie est aussi un acte positif, parce que déjà c'est lui qui affirme le moi. On a déjà vu à plusieurs reprises en quoi l'apologie fait que le moi est pleinement lui-même, que c'est dans l'apologie qu'il s'extirpe de tout déterminisme, et aussi l'apologie, à préciser, c'est le phénomène originel de la raison. C'est-à-dire que quand la raison commence, le même, qui va ensuite permettre de mettre en commun le monde, elle commence avec l'apologie. Elle commence avec comme appel à autrui. Si on fait notre apologie, ça se fait pas en fait entre quatre murs, personne ne s'affirme en faisant son apologie chez lui tout seul, mais toujours en face d'autrui. Donc la raison déjà n'est pas une affaire solitaire, mais de communication.
C'est ça le but de la raison. Ce n'est pas comme dans la raison hegelienne, où les particuliers et les interlocuteurs découvrent qu'ils sont genre des fragments de la raison, des instances de concepts, mais c'est l'inverse. Les concepts, c'est le moyen pour les particuliers de s'affirmer dans le face-à-face, de partager le monde, de faire des actes de bonté, faire des apologies, de parler d'eux-mêmes. C'est les particuliers qui sont aux commandes et pas les concepts ou la raison impersonnelle. Les particuliers sont irréductibles à la conceptualisation, mais ils président la communication, comme dit Lévinas. La relation suppose ses singularités ou ses particularités, non pas à titre d'individus offerts à la conceptualisation ou se dépouillant de leurs particularités pour se retrouver identiques, mais précisément comme interlocuteurs, êtres irremplaçables, uniques dans leur genre, des visages. Donc dans la philosophie classique, la raison sert à montrer que les particularités sont identiques en les catégorisant sous des concepts. Mais Lévinas dit que non en fait. La raison, déjà, suppose qu'on ait des particularités irréductibles à des concepts, qu'on est tous uniques et radicalement différents les uns des autres. On est des êtres irremplaçables, on est des visages. On a déjà assez expliqué le visage, donc pas la peine de revenir dessus. Disons juste que le visage est l'expression de l'ipsiété, de l'unicité des singularités. Bref, on a deux thèses différentes. Il y a la thèse classique qui met la raison au-dessus de la relation avec autrui, et puis il y a la thèse de Lévinas qui met la relation au-dessus de la raison. La différence entre les deux thèses, la raison crée les rapports entre le moi et l'autre et l'enseignement de moi par l'autre crée la raison, n'est pas purement théorique. La conscience de la tyrannie de l'État, et fût-il raisonnable, rend actuelle cette différence. Donc, la thèse que soutient Lévinas, c'est la deuxième. L'autre arrive, donne l'enseignement du moi, et là, la raison se crée. Et s'il la défend, c'est pas juste parce qu'il veut faire de la théorie comme ça dans le vide, non, c'est parce que ces thèses ont des conséquences réelles. La thèse actuelle, c'est la première qui justifie la tyrannie de l'État. La différence entre thèse numéro 1 et 2, c'est une différence concrète, parce que déjà, Lévinas dit, on voit la première dans le réel, on voit son application. Elle est là, elle est actualisée dans l'État. L'État, c'est en fait l'aboutissement de la première thèse, il incarne la raison, et donc c'est l'État qui se donne le droit d'organiser les rapports entre les individus, entre moi et autrui. C'est une conception de la liberté qu'on peut appeler positive. Être libre, ici, signifie se soumettre à la raison qui s'incarne dans l'État. C'est obéir aux lois sans pouvoir contester, en fait, ces lois. Parce que la liberté positive met comme alternative l'irrationnel, puisqu'elle se proclame la raison. L'État, en fait, il te dit soit la liberté conforme à mes lois, soit c'est le chaos, soit c'est la liberté purement subjective d'un être isolé qui vit tout seul sur une île déserte. Donc la première thèse ne nous donne que ces deux alternatives. Soit la liberté comme soumission à l'ordre universel, à la raison, qui est incarnée par l'État, soit c'est un rejet total de la raison. Si on accepte la thèse, alors on est libre que dans le sens de soumission à l'État. Mais on peut avoir la paix, on peut avoir des relations avec d'autres qui sont pacifiques, tant que c'est l'État qui les organise, mais bon, il y a un problème, il y a un gros problème avec ça. Et si on la rejette, en fait, la première thèse nous dit que si tu rejettes cette thèse, tu vas soit entrer dans une espèce de chaos total, d'une guerre totale entre les individus, ou alors tu vas entrer dans une liberté, mais genre une liberté d'un subjectivisme radical, le subjectivisme d'un fou en fait, de quelqu'un qui est complètement isolé, de la même manière qu'un animal est libre en fait. Mais pour le coup, en fait, on est seul, ostracisé, et à la merci de tout en fait. Donc en gros, ce serait ça le dilemme. Soit tu veux une liberté qui cherche juste à satisfaire l'animal qui est en toi, la liberté arbitraire où rien ne t'est imposé, mais du coup tu sacrifies la possibilité de former des relations et tu sacrifies aussi ta sécurité, soit tu veux une liberté qui te protège de la violence en te soumettant à la raison. Mais Lévinas il nous dit qu'on n'a pas accepté ce dilemme, parce qu'il y a une autre thèse, la thèse que lui il défend. On est face à ce dilemme que si on accepte la première thèse. Mais si on accepte celle de Lévinas, c'est-à-dire la thèse où l'éthique vient avant l'ontologie, on ne verra plus la liberté comme on vient de le décrire. La liberté du moi n'est ni l'arbitraire d'un être isolé, ni l'accord d'un être isolé avec une loi s'imposant à tous, raisonnable et universelle. Donc comment la thèse de Lévinas parvient à répondre aux problèmes soulevés par la première thèse? Si
si déjà la première a peur de l'arbitraire de la liberté, c'est pour ça qu'elle veut la soumettre à la loi universelle, la thèse de Lévinas aussi a une façon de répondre au problème de l'arbitraire. Effectivement, si on met autrui au début de cette affaire, la liberté n'est plus arbitraire. Enfin si, elle reste arbitraire, mais justement en fait le regard d'autrui fait comprendre à la volonté que sa liberté est arbitraire, et là, la volonté, elle a honte de sa liberté, et c'est pour ça qu'elle produit une apologie. Et en plus, comme c'est une apologie, donc adressée à quelqu'un, elle n'est plus l'acte d'un être isolé, mais en relation avec autrui, et sans qu'autrui ne la limite. Après tout, la liberté et l'isolation vont de pair. Quand on dit que la relation avec autrui est avant tout une séparation, c'est aussi pour ne pas limiter la liberté du moi. Le moi séparé ou isolé jouit d'une liberté sans limite, certes, mais sans la présence d'autrui, elle est arbitraire. Comment donc retirer le côté arbitraire de la relation sans la limiter, sans la détruire, sans détruire la séparation? C'est par l'apologie. Dans l'apologie, le moi se réfère au moi, mais il le fait aussi dans un appel à autrui. Sauf que le rôle d'autrui dans l'apologie du moi n'est pas de limiter la liberté du moi, mais au contraire de l'affirmer. Autrui ne cause aucune violence au moi, au contraire, il lui donne l'espace pour s'exprimer, pour être vraiment lui-même, pour être vraiment moi. Être moi, c'est ça, la liberté. C'est être arraché à l'histoire, à tout déterminisme. Or, ceci ne s'accomplit que dans l'apologie. L'apologie est une alternative à l'idée que l'altérité est une offense à la liberté. La différence d'autrui n'est pas une limite, n'est pas une offense à ma liberté, mais elle en est la condition. Donc l'apologie justifie la liberté du moi, mais ça n'en fait pas non plus une cause à suivre. Le moi ne devient pas un être qui est sa propre cause, hein. Attention. Sa cause reste autrui, mais il n'est pas déterminé par elle. Ça ne veut pas dire non plus qu'il est déterminé partiellement, genre il est une cause à suivre, mais on a juste réduit un peu sa liberté, hein. Non, toute réduction de la liberté est une réduction à zéro de la liberté. Donc autrui, qui enlève le côté arbitraire de la liberté dans l'apologie, ce n'est pas réduction ou diminution de la liberté. Elle, donc la liberté, elle n'est pas une cause à suivre, simplement diminuée ou comme on a dit, finie, car partiellement niée, cette liberté le serait totalement. En raison de ma position apologétique, mon être n'est pas appelé à s'apparaître dans sa réalité, mon être n'égale pas son apparition dans la conscience. Donc la dernière phrase est en fait la conclusion qu'on tire de l'acte apologétique. Comme la liberté n'est pas limitée dans l'apologie, alors l'être libre, l'être séparé, le moi, ne s'épuise pas dans son apparence. Si je suis uniquement ce que je vois, enfin ce que tu vois plutôt, alors pour le coup, mon être égale mon apparence. Mais si mon être coïncide avec mon apparence, alors je suis réductible à un concept ou à une représentation. C'est en ce sens que la liberté se limite. Me réduire au visible, dire que toute ma liberté se limite seulement à ce que je montre au visible, qu'elle n'a pas une dimension intérieure qui échappe à tout regard, c'est dire que mon identité se limite à mes œuvres, aux traces que je laisse dans l'histoire, visibles aux yeux de tous et à la raison universelle. Donc, il faut un décalage entre mon paraître et mon être, entre le moi que je montre et mon moi intérieur. La volonté doit déborder son œuvre, en fait. Et c'est pour ça qu'elle parle. Il y a quelque chose dans son identité qui ne peut pas se dévoiler, qui ne peut se donner que par la volonté elle-même. Seule la volonté peut révéler son secret, si on veut. Personne ne peut parler à sa place. Le but de l'apologie, c'est ça, garantir que ce qui est le plus important de nous ne dépende que de nous. C'est avoir une voix, justement, une parole qui nous est propre. Il n'y a que moi qui peux parler de moi. C'est pas l'histoire ou la raison universelle qui peut parler pour moi ou à ma place. On arrive donc au deuxième aspect du dilemme. On évite l'arbitraire en se soumettant à la raison universelle. Avec ce qu'on vient de dire, ça résout cette difficulté. Lévinas, il dit « Mon être ne sera pas non plus ce que j'ai été pour les autres au nom d'une raison impersonnelle. Si je suis réduit à mon rôle dans l'histoire, je reste aussi méconnu que j'étais trompeur quand j'apparaissais dans ma conscience. L'existence dans l'histoire consiste à placer hors de moi ma conscience et à détruire ma responsabilité. » Donc voilà en fait la violence. C'est le fait de dire à quelqu'un « Ta conscience est hors de toi ». Ta conscience, c'est-à-dire ton identité, n'est pas en toi, elle est dans l'histoire, elle est dans ce que les autres voient, elle est dans tes œuvres, elle est dans tes traces.
ou alors on définit le moi historique comme le vrai moi. Et on dit que la conscience, comme c'est une intériorité qu'on ne peut pas vérifier de toute façon, ben c'est sûrement une superstition, c'est une illusion. Elle est hors de toi signifie qu'elle est hors de l'histoire, mais dans un sens dégradant ou péjoratif. La conscience, c'est une perte de temps, en fait, un ami imaginaire. Mûrir, c'est comprendre ça et abandonner cette partie subjective et illusoire de nous-mêmes. C'est ça, la violence qu'implique la soumission à l'État. Lévinas l'appelle une inhumanité, parce que renoncer à son intériorité, c'est précisément renoncer à son humanité. L'inhumanité d'une humanité où le soi a sa conscience en dehors de soi réside dans la conscience de la violence, celle-ci intérieure à soi. Le renoncement à sa partialité d'individu s'impose comme par une tyrannie. Donc la conscience en dehors de soi, c'est ça la violence, c'est ça l'inhumanité. Il faut renoncer à sa partialité d'individu. Donc déjà c'est une vision erronée, puisqu'elle considère qu'il y a des parties dans l'individu, il y a une partie animale, irrationnelle, incohérente, et puis une partie raisonnable. Mais on voit tout de suite le problème, c'est que comme la partie raisonnable, c'est celle qui se soumet à la raison universelle, qui est impersonnelle, tandis que la partie problématique, elle est personnelle. En gros, une partie qui pose problème, c'est la subjectivité. Et l'autre, qui serait la bonne, c'est l'objectivité. Mais dans l'objectivité, il n'y a pas de moi. Le moi ne peut exister que dans la conscience de soi, qui est justement la partie subjective. C'est elle qui fait l'individu. Si tu retires la subjectivité, tu n'as plus d'individu. Donc déjà, si tu m'obliges à me voir comme partialité, comme étant en fait de parties, déjà oui, tu es un tyran puisque tu vas imposer par la force une vision complètement contre-intuitive, et en plus tu causes la disparition de l'individu. Du coup, tu fais quoi? Tu vas essayer d'organiser ces subjectivités de manière qu'ils produisent de l'objectivité, tu vas essayer de contrôler les discours, les mouvements, bref, tu te dis qu'en contrôlant les œuvres de ces volontés, je contrôlerai ces volontés. Ça signifie que tu fais de l'histoire l'essence de l'individu. Donc il n'y a pas d'individu au final, et il faut arrêter de forcer ça. D'ailleurs, Lévinas pose la question un peu rhétorique. Il dit « Si la partialité de l'individu, comprise comme le principe même de son individuation, est un principe d'incohérence, par quelle magie la simple addition d'incohérences produirait-elle un discours cohérent, impersonnel, et non pas un bruit désordonné de foule ?» Donc voilà, si tu dis que ce qui fait un individu, c'est cette partie animale, subjective, que tu considères déjà comme incohérente, organise les gens comme tu veux, tu ne peux pas produire, à partir d'incohérence, un discours qui est cohérent, impersonnel et objectif. Tout ce que tu auras, c'est juste un bruit de foule qui veut rien dire. Donc, il faut laisser la subjectivité tranquille, en fait. Un individu, c'est pas une subjectivité à laquelle tu ajoutes une objectivité. Mon individualité est donc tout autre chose que cette partialité animale à laquelle viendrait s'ajouter une raison, issue de la contradiction où s'opposent les poussées hostiles des particularités animales. Sa singularité est au niveau même de sa raison, elle est apologie, c'est-à-dire discours personnel de moi aux autres. Mon être se produit en se produisant aux autres dans le discours, il est ce qu'il se révèle aux autres, mais en participant à sa révélation, en y assistant. Voilà, en gros, c'est casse pas les couilles. Voilà, c'est exactement ce qu'on a dit. Il y a juste en fait l'origine de la raison qui est donnée dans la thèse numéro 1 qui conduit au dilemme. Effectivement, comment est-ce que la raison peut surgir dans un individu dont le principe même est l'incohérence en fait. Il ne suffit pas de dire qu'il y a la raison universelle qui existe dans l'abstrait et qui a besoin des hommes pour se concrétiser. Il faut aussi que les hommes, dans toutes leurs contradictions animales, c'est-à-dire entre tous leurs désirs qui vont dans tous les sens, genre leurs pulsions qui se contredisent tout le temps, il faut que ces contradictions, de ces contradictions, il faudrait que une raison émerge pour qu'elle commence à accomplir la concrétisation de l'universel. Or, déjà, ça paraît complètement impossible. C'est ce que Lévinas préfère... c'est ce que Lévinas dit, en fait. Comment est-ce que si tu poses l'individu comme étant principalement incohérent, irrationnel, comment est-ce que tu peux dire que je peux les organiser d'une manière à ce que ces incohérences et ces irrationalités vont produire de la raison? Et donc c'est pour ça que lui, il préfère dire que la raison n'émerge pas, mais elle est donnée en fait par autrui. En fait,
autrui donne le langage, et de là, on a la raison. C'est ça la deuxième thèse que défend Lévinas. Et donc, ça signifie que l'homme, en fait, n'est pas un truc à qui vient s'ajouter un autre truc pour faire homme, il est déjà une singularité, même quand il reçoit le langage, ça ne le complète pas, en fait. Il est déjà une singularité, car il est déjà une subjectivité. Mais la subjectivité n'est pas une animalité, dans le sens où elle est irrationnelle, ou illusoire. Non, elle est en fait la base même de la raison. La raison ne s'oppose pas à la subjectivité, elle est son expression. Autrui donne juste en fait les moyens à une subjectivité de s'exprimer. Et l'expression doit venir d'autrui, parce que pourquoi en fait s'exprimer si on est tout seul? Donc, autrui en fait donne le langage permet à la subjectivité de s'exprimer, et en s'exprimant, elle produit la raison. La raison produit un discours qui est intelligible, qui peut être compris aussi par autrui, et c'est ça la mise en commun. Dans cette compréhension, on a le discours impersonnel, le discours objectif qui est la mise en commun du monde à travers la parole. Donc tout discours est une subjectivité qui s'adresse à autrui. Et donc la subjectivité s'exprime à autrui. Et comme c'est une subjectivité, le discours qu'elle produit, bien qu'impersonnel, car la mise en commun, tout ça c'est un discours qui est personnel aussi, puisqu'il émane d'une subjectivité. D'accord? Donc il est de facto apologétique. Donc voilà, donc on a un discours qui est impersonnel, c'est pour ça on peut le mettre en commun avec autrui, mais ce discours impersonnel, c'est un discours qui est personnel aussi parce qu'il émane d'une subjectivité ou d'une intersubjectivité. Donc le moi assiste à son propre discours, car seul lui peut le délivrer à autrui, et de cette manière j'échappe à l'histoire, je ne laisse pas l'histoire parler à ma place, c'est moi qui parle pour moi, et donc je dois le faire qu'en présence d'autrui, je reste moi-même complet et surtout présent. Sans l'expression, le moi reste certes complet, mais il perd sa présence dans l'histoire. Il se fait engloutir, il est comme l'arbre qui tombe dans la forêt, mais que personne n'a vu ni entendu. Il est donc réduit au silence, l'expression, par contre, impose sa présence. Certes, son discours finit dans l'histoire et il sera jugé par l'histoire. Échapper à l'histoire, ce n'est pas échapper à son jugement, ce n'est pas échapper au jugement de l'histoire, c'est être jugé par l'histoire, mais en étant présent à son jugement. C'est ça, en fait, ce qui compte pour Lévinas, c'est être présent lors de son procès. C'est d'ailleurs ça, la vérité. On a souvent insisté là-dessus. La vérité, ce n'est pas une question de proposition, mais une manière d'être. Un être est dans le vrai, il est dans la vérité lorsqu'il est présent à son jugement. Je suis en vérité en me produisant dans l'histoire sous le jugement que sur moi elle porte, mais sous le jugement qu'elle porte sur moi en ma présence, c'est-à-dire en me laissant la parole. Et on a vu aussi que l'aboutissement de la parole, c'est la bonté, c'est la mise en commun. D'ailleurs, un acte de bonté ne vaut rien si on n'a pas une présence derrière, s'il n'y a pas une volonté, s'il n'y a pas une parole. Pour qu'il y ait de l'éthique, il faut des volontés qui parlent, des volontés qui ne sont pas déterminées, qui agissent de manière désintéressée. En gros, l'éthique ne peut pas s'accomplir dans la politique, mais uniquement dans la religion. Et là, on revient à une distinction très importante dans le bouquin, la distinction entre politique et religion. La différence entre apparaître dans l'histoire, sans droit à la parole, et apparaître à autrui tout en assistant à sa propre apparition, distingue encore mon être politique de mon être religieux. Donc la politique, pour Lévinas, c'est ça ce qui correspond à l'histoire. C'est l'État qui parle pour nous, qui s'octroie le droit de parole à notre place, et puis de l'autre côté, il y a la religion qui correspond à l'apologie. Apparaître à autrui tout en assistant à sa propre apparition, c'est ça en fait l'apologie, c'est s'exprimer. Ce qui demande en fait le jugement d'autrui, c'est ça, c'est se livrer à son regard, mais le regard d'autrui, contrairement à l'histoire, ne me chasse pas de mon discours ou de ma propre apparence. Je reste là, présent. L'apologie donc fait un lien entre le moi et l'autre sans que ce lien n'implique une violence, sans que la présence soit menacée. C'est ce genre de lien en fait que Lévinas appelle religieux. La religion, c'est ce qui relie en fait des êtres séparés tout en conservant cette séparation. Donc si je suis en vérité, comme on a dit, ce n'est que dans mon être religieux. Mais on a aussi dit que la religion chez Lévinas n'implique pas une vie après la mort. D'accord ? La relation de la religion, ce n'est pas une relation avec un arrière-monde. Du coup, la mort, elle est là, hein, c'est une mort absolue en fait chez Lévinas, mais du coup, est-ce que la mort
qui est toujours imminente, qui peut nous frapper à chaque instant, est-ce que cette mort-là, qui peut nous frapper à tout instant, qui reste absolue chez Lévinas, est-ce que ça gâche pas un peu le délire de la vérité? Puisque la vérité dépend d'une subjectivité, d'une présence de la volonté, et que la subjectivité, au bout d'un moment, elle va mourir, est-ce que donc la vérité n'est valable que dans le temps où cette subjectivité est en vie, où elle ajourne le temps de sa mort? Et qu'une fois morte, l'histoire, elle va prendre le relais. Donc l'histoire et la mort, c'est un peu la même chose ici. Donc si la subjectivité est vulnérable à la mort et qu'elle est inévitable, la vérité est bien éphémère, pour le coup. Et du coup, est-ce qu'on peut appeler ça une vérité? Est-ce qu'une vérité qui est si fragile, qui s'agrippe à un être temporel, et juste pour un temps très court, est-ce qu'on peut appeler ça une vérité? Et c'est là la question que pose Lévinas. La violence de la mort introduite dans cet être, rendra-t-elle la vérité impossible? La violence de la mort ne réduit-elle pas au silence la subjectivité sans laquelle la vérité ne saurait ni se dire, ni être, ou, pour l'exprimer en un mot si souvent utilisé dans cet exposé et qui englobe le paraître de l'être, sans laquelle la vérité ne saurait se produire? Donc voilà la question. Si la mort rend la subjectivité silencieuse, et que sans subjectivité, la vérité ne peut être dite, ni juste être, ni se produire, on est un peu mal barré. Est-ce que pour le coup, il y a un moment, il y a un moyen plutôt, est-ce qu'il y a un moyen de sauver la vérité? Et selon Lévinas, oui, il y a un moyen. Le moyen ne consiste pas à vaincre la mort, ça ne consiste pas à devenir immortel ou à remettre la vérité dans un ordre universel qui sera toujours là, même en l'absence de la subjectivité. Si on fait ça, on va retomber dans la première thèse. Toute soumission à une tyrannie ou un ordre universel, toute délégation à un truc impersonnel extérieur à la subjectivité, si on délègue la vérité à l'État ou à l'univers, on retire la vérité de l'apologie. Et ça, c'est compromettre la vérité. Ce n'est donc pas une option. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenir la vérité tout en la plaçant dans la subjectivité, mais sans également perdre la mortalité de la subjectivité. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, la solution de Lévinas, c'est qu'il faut que le moment où la mort frappe, pour ne pas que ce moment réduise la subjectivité au silence, il faut que ce soit la subjectivité qui se réduise elle-même au silence. C'est elle qui doit décider de sa mort, et non pas la mort décidée pour elle. Elle doit se taire, mais par son propre choix. Elle arrête elle-même sa propre apologie, mais là, il ne faut pas confondre ça avec du suicide. D'accord? Parce que ça ressemble à du suicide, ou ça ressemble à l'acceptation de la mort, mais on a déjà vu dans des vidéos précédentes que ce n'est pas une solution. On ne parle pas de suicide ici, ou d'acceptation. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Arrêter son apologie par soi-même, si c'est pas un suicide, ou le simple fait d'accepter la mort, alors c'est quoi? Et donc là, ça peut paraître un peu cringe, mais Lévinas dit, la solution, c'est l'amour. En fait, il va dire, faut faire un gosse. C'est comme ça, en fait, qu'on déjoue la mort. En faisant une continuité, mais une continuité qui est discontinue, c'est pas tu vas en fait continuer à vivre à travers ton mob, surtout pas, on va expliquer tout ça, ne vous inquiétez pas, c'est pour ça en fait qu'on a dit que cette section en fait elle va se focaliser sur la fécondité. Il dit à moins que la subjectivité puisse non seulement accepter de se taire, révoltée par la violence de la raison réduisant l'apologie au silence, mais qu'elle puisse renoncer d'elle-même à soi, y renoncer sans violence, arrêter de soi l'apologie, ce qui ne serait pas un suicide ni une résignation, mais l'amour. Donc c'est précisément ce plan-là, le plan de l'amour et de la fécondité qui existe au-delà du visage. Il faut donc encore quelque chose qui permet au moi de survivre sa mort, quelque chose qui est au-delà du temps de l'ajournement de la volonté, donc quelque chose qui est au-delà du face-à-face, mais comme ce temps se tient entre le face-à-face, du coup, pour ne pas compromettre la vérité, il faut un au-delà de ce face-à-face, un au-delà du visage, mais qui ne soit pas un truc impersonnel. Il nous faut donc indiquer un plan à la fois supposant et transcendant l'épiphanie d'autrui dans le visage, plan où le moi se porte au-delà de la mort et se relève aussi de son retour à soi. Ce plan est celui de l'amour et de la fécondité où la subjectivité se pose en fonction de ces mouvements.
Donc voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Voilà, ça c'était l'introduction à la quatrième et dernière section. Et donc voilà, on est face à ce problème, c'est qu'il faut en fait un truc qui est au-delà du visage, donc il faudrait en fait quelque chose qui soit à l'extérieur de cette relation, mais qui ne soit pas un tierce. Et pour Lévinas, ça va être l'amour et la fécondité. Et on va expliquer plus tout ça la semaine prochaine avec une vidéo qui va être assez longue, mais en fait, elle va être longue parce qu'à plusieurs moments, Lévinas, il va se répéter, mais voilà, c'est ça la thèse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, merci d'avoir regardé jusqu'ici, et comme d'hab, abonnez-vous, sonnez la cloche, le petit pouce bleu, le petit commentaire, et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Voilà.